À Incarville, c'était le marquis de Montpeyroux qui, n'ayant pas pu aller à Féterne car il s'était absenté pour la chasse, était venu au train serrer la main des partants, et à moi par la même occasion. Ou bien monsieur de Crécy venu faire sa digestion, disait-il, fumant sa pipe, acceptant un ou même plusieurs cigares. D'autres étaient venus seulement acheter leurs journaux, et aussi beaucoup faisaient la causette avec nous, que j'ai toujours soupçonné ne s'être trouvés sur le quai à la station la plus proche de leur petit château que parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de retrouver un moment des gens de connaissance. Un cadre de vie mondaine comme un autre, en somme, que ces arrêts du petit chemin de fer. Ainsi, Ermenonville, Arambouville, Incarville ne m'évoquaient même plus les farouches grandeurs de la conquête normande, non content de s'être entièrement dépouillés de la tristesse inexplicable où je les avais vus baigner jadis dans l'humidité du soir. Doncières, pour moi, même après l'avoir connu et m'être éveillé de mon rêve, combien il était resté longtemps dans ce nom des rues agréablement glaciales, des vitrines éclairées, des succulentes volailles. Doncières maintenant, ce n'était plus que la station où montait Morel. Aigleville, celle où nous attendait généralement la princesse Charbatoff. Maineville, la station où descendait Albertine les soirs de beau temps, quand, n'étant pas trop fatiguée, elle avait envie de prolonger encore un moment avec moi, n'ayant par un raidillon guère plus à marcher que si elle était descendue à Parville. Non seulement je n'éprouvais plus la crainte anxieuse d'isolement qui m'avait étreint le premier soir, mais je n'avais plus à craindre qu'elle se réveillât, ni de me sentir dépaysé ou de me trouver seul sur cette terre productive non seulement de châtaigniers et de tamaris, mais d'amitié qui tout le long du parcours formait une longue chaîne, interrompue comme celle des collines bleuâtres, cachée parfois dans l'anfractuosité du roc ou derrière les tilleuls de l'avenue, mais déléguant à chaque relais un aimable gentilhomme qui venait d'une poignée de main cordiale interrompre ma route, m'empêcher d'en sentir la longueur, m'offrir au besoin de la continuer avec moi. Un autre serait à la gare suivante, si bien que le sifflet du petit tram ne nous faisait quitter un ami que pour nous permettre d'en retrouver d'autres. Entre les châteaux les moins rapprochés et le chemin de fer qui les côtoyait presque au pas d'une personne qui marche vite, la distance était si faible qu'au moment où sur le quai devant la salle d'attente nous interpellaient leurs propriétaires, nous aurions presque pu croire qu'ils le faisaient du seuil de leur porte, de la fenêtre de leur chambre, comme si la petite voie départementale n'avait été qu'une rue de province et la gentilhommière isolée qu'un hôtel citadin. Outre que l'habitude remplit tellement notre temps qu'il ne nous reste plus au bout de quelques mois un instant de libre dans une ville où à l'arrivée la journée nous offrait la disponibilité de ses 12 heures, si une par hasard était devenue vacante, je n'aurais plus eu l'idée de l'employer à voir quelque église pour laquelle j'étais jadis venu à Balbec, ni même à confronter un site peint par Elstir avec l'esquisse que j'en avais vue chez lui, mais à aller faire une partie d'échecs de plus chez Monsieur Ferré. C'était en effet la dégradante influence, comme le charme aussi qu'avait eu ce pays de Balbec, de devenir pour moi un vrai pays de connaissances. Dans cette vallée trop sociale, au flanc de laquelle je sentais accrocher, visible ou non, une compagnie d'amis nombreux, le poétique cri du soir n'était plus celui de la chouette ou de la grenouille, mais le comment va de Monsieur de Criquetot ou le quéret de Brichot. L'atmosphère n'y éveillait plus d'angoisse, et chargée des fleuves purement humains, y était aisément respirable, trop calmante même. Le bénéfice que j'en tirais au moins était de ne plus voir les choses qu'au point de vue pratique. Le mariage avec Albertine m'apparaissait comme une folie. Je n'attendais qu'une occasion pour la rupture définitive. Et un soir, comme maman partait le lendemain pour Combray, où elle allait assister dans sa dernière maladie une sœur de sa mère, me laissant pour que je profitasse de l'air de la mer, je lui avais annoncé qu'irrévocablement j'étais décidé à ne pas épouser Albertine et allais cesser prochainement de la voir. J'étais content d'avoir pu par ces mots donner satisfaction à ma mère la veille de son départ. Il fallait aussi m'en expliquer avec Albertine. Comme je revenais avec elle de la Raspelière, les fidèles étant descendus, tels à Saint-Mars-le-Vêtu, tels à Saint-Pierre-des-Ifs, d'autres à Doncières,
Me sentant particulièrement heureux et détaché d'elle, je m'étais décidé, maintenant qu'il n'y avait plus que nous deux dans le wagon, à aborder enfin cet entretien. La vérité d'ailleurs est que celle des jeunes filles de Balbec que j'aimais, bien qu'absente en ce moment ainsi que ses amies, mais qui allait revenir, c'était Andrée. Puisqu'elle allait arriver de nouveau dans quelques jours à Balbec, certes aussitôt elle viendrait me voir, et alors pour rester libre, ne pas l'épouser si je ne voulais pas, pour pouvoir aller à Venise mais pourtant l'avoir d'ici là tout à moi, le moyen que je prendrais, ce serait de ne pas trop avoir l'air de venir à elle et, dès son arrivée, quand nous causerions ensemble, je lui dirais « Quel dommage que je ne vous ai pas vu quelques semaines plus tôt, je vous aurais aimé. Maintenant mon cœur est pris. Mais cela ne fait rien, nous nous verrons souvent, car je suis triste de mon autre amour, et vous m'aiderez à me consoler. » Je souriais intérieurement en pensant à cette conversation, car de cette façon je donnerais à Andrée l'illusion que je ne l'aimais pas vraiment. Ainsi, elle ne serait pas fatiguée de moi et je profiterais joyeusement et doucement de sa tendresse. Mais tout cela ne faisait que rendre plus nécessaire de parler enfin sérieusement à Albertine afin de ne pas agir indélicatement. Et puisque j'étais décidé à me consacrer à son amie, il fallait qu'elle sût bien, elle, Albertine, que je ne l'aimais pas. Il fallait le lui dire tout de suite, Andrée pouvant venir d'un jour à l'autre. Mais comme nous nous approchions de Parville, je sentis que nous n'aurions pas le temps ce soir-là et qu'il valait mieux remettre au lendemain ce qui maintenant était irrévocablement résolu. Je me contentai donc de parler avec elle du dîner que nous avions fait chez les Verdurins. Au moment où elle remettait son manteau, le train venant de quitter Incarville, dernière station avant Parville, elle me dit « Alors demain, Reverdurin. Vous n'oubliez pas que c'est vous qui venez me prendre. » Je ne pus m'empêcher de répondre assez sèchement « Oui, à moins que je ne lâche, car je commence à trouver cette vie vraiment stupide. En tout cas, si nous y allons, pour que mon temps à la Raspelière ne soit pas du temps absolument perdu, il faudra que je pense à demander à madame Verdurin quelque chose qui pourra m'intéresser beaucoup, être un objet d'étude et me donner du plaisir, car j'en ai vraiment bien peu cette année à Balbec. Ce n'est pas aimable pour moi, mais je ne vous en veux pas parce que je sens que vous êtes nerveux. Quel est ce plaisir? Que madame Verdurin me fasse jouer des choses d'un musicien dont elle connaît très bien les œuvres. Moi aussi j'en connais une, mais il paraît qu'il y en a d'autres et j'aurais besoin de savoir si c'est édité, si cela diffère des premières. Quel musicien? Ma petite chérie, quand je t'aurais dit qu'il s'appelle Vinteuil, en seras-tu beaucoup plus avancée? Nous pouvons avoir roulé toutes les idées possibles. La vérité n'y est jamais entrée. Et c'est du dehors, quand on s'y attend le moins, qu'elle nous fait son affreuse piqûre et nous blesse pour toujours. « Vous ne savez pas comme vous m'amusez, me répondit Albertine en se levant car le train allait s'arrêter. Non seulement cela me dit beaucoup plus que vous ne croyez, mais même sans madame Verdurin, je pourrais vous avoir tous les renseignements que vous voudrez. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une amie plus âgée que moi qui m'a servi de mère, de sœur, avec qui j'ai passé à Trieste mes meilleures années et que d'ailleurs je dois dans quelques semaines retrouver à Cherbourg, d'où nous voyagerons ensemble. Eh bien cette amie, pas du tout le genre de femme que vous pourriez croire. Regardez comme c'est extraordinaire, est justement la meilleure amie de la fille de ce Vinteuil, et je connais presque autant la fille de Vinteuil. Je ne les appelle jamais que mes deux grandes sœurs. Je ne suis pas fâchée de vous montrer que votre petite Albertine pourra vous être utile pour ces choses de musique, où vous dites, du reste avec raison, que je n'entends rien. » À ces mots prononcés, comme nous entrions en gare de Parville, si loin de Combray et de Montjouvin, si longtemps après la mort de Vinteuil, une image s'agitait dans mon cœur, une image tenue en réserve pendant tant d'années, conservée vivante au fond de moi pour mon supplice, pour mon châtiment, qui sait, d'avoir laissé mourir ma grand-mère peut-être, surgissant tout à coup du fond de la nuit où elle semblait à jamais ensevelie, et frappant comme un vengeur afin d'inaugurer pour moi une vie terrible, méritée et nouvelle, peut-être aussi pour faire éclater à mes yeux les funestes conséquences que les actes mauvais engendrent indéfiniment,
non pas seulement pour ceux qui les ont commis, mais pour ceux qui n'ont fait, qui n'ont cru que contempler un spectacle curieux et divertissant, comme moi, hélas, en cette fin de journée lointaine à Montjouvin, caché derrière un buisson, ou comme quand j'avais complaisamment écouté le récit des amours de Swann, j'avais dangereusement laissé s'élargir en moi la voix funeste et destinée à être douloureuse du savoir. Et dans ce même temps, de ma plus grande douleur j'eus un sentiment presque orgueilleux, presque joyeux d'un homme à qui le choc qu'il aurait reçu fait faire un bond tel qu'il serait parvenu à un point où nul effort n'aurait pu le hisser. Albertine, amie de mademoiselle Vinteuil et de son amie, pratiquante professionnelle du saphisme, c'était, auprès de ce que j'avais imaginé dans les plus grands doutes, ce qu'est au petit acoustique de l'exposition de 89, dont on espérait à peine qu'il pourrait aller du bout d'une maison à une autre, les téléphones planant sur les rues, les villes, les champs, les mers, reliant les pays. C'était une terra incognita terrible où je venais d'atterrir, une phase nouvelle de souffrance insoupçonnée qui s'ouvrait. Et pourtant, ce déluge de la réalité qui nous submerge, s'il est énorme auprès de nos timides et infimes suppositions, il était pressenti par elle. C'est sans doute quelque chose comme ce que je venais d'apprendre. C'était quelque chose comme l'amitié d'Albertine et mademoiselle Vinteuil, quelque chose que mon esprit n'aurait su inventer, mais que j'appréhendais obscurément quand je m'inquiétais tout en voyant Albertine auprès d'André. C'est souvent seulement par manque d'esprit créateur qu'on ne va pas assez loin dans la souffrance. Et la réalité la plus terrible donne en même temps que la souffrance la joie d'une belle découverte, parce qu'elle ne fait que donner une forme neuve et claire à ce que nous remâchions depuis longtemps sans nous en douter. Le train s'était arrêté à Parville. Albertine, placée en face de moi et voyant qu'elle était arrivée à destination, fit quelques pas du fond du wagon où nous étions et ouvrit la portière. Mais ce mouvement qu'elle accomplissait ainsi pour descendre me déchirait intolérablement le cœur, comme si, contrairement à la position indépendante de mon corps que à 2 pas de lui semblait occuper celui d'Albertine, cette séparation spatiale qu'un dessinateur véridique eût été obligé de figurer entre nous n'était qu'une apparence, et comme si, pour qui eût voulu, selon la réalité véritable, redessiner les choses, il eût fallu placer maintenant Albertine, non pas à quelque distance de moi, mais en moi. Elle me faisait si mal en s'éloignant, que la rattrapant, je la tirais désespérément par le bras. « Est-ce qu'il serait matériellement impossible, lui demandai-je, que vous veniez coucher ce soir à Balbec ?»